Aujourd'hui dans Mythbusters, Adam et Jamie risquent la noyade et la dysenterie C'est dégoûtant! pour tester la véracité de cette vidéo qui a fait le buzz sur Internet. Jamie au pied ailé! L'être humain, qu'il soit une personne lambda ou un athlète de classe mondiale, peut-il courir sur l'eau ne serait-ce que quelques instants? Je suis plus nerveux qu'aux Jeux Olympiques. Dans le même temps, Grant, Carrie et Tori se penchent sur un poncif des films d'action hollywoodiens. La zone mortelle porte bien son nom. Lorsqu'on cherche désespérément à s'abriter, qu'est-ce qui vous protégera ou pas contre une explosion? Vous auriez les oreilles en sang, mais vous seriez vivant. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage J'ai l'impression d'être à l'asile. et Jamie Heineman. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Bellecci, On lui met le feu! Grant Imahara Méfiez-vous! et Carrie Byron. Je me demande s'il vaudrait pas mieux le faire dehors. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Pour commencer, voici un mythe qui défie les lois de la physique. Il y a une vidéo virale que l'on doit absolument tester. Le double arc-en-ciel? Non. Il s'agit de types qui affirment porter des chaussures spéciales grâce auxquelles ils arrivent à courir sur la surface de l'eau sur plusieurs mètres sans tomber dedans. J'ai des doutes. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. Attention les yeux! Cette vidéo a été visionnée par plus de 7 millions d'internautes dont toutes les certitudes sont tombées à l'eau. Le principe est assez simple. Il suffit d'enfiler une paire de chaussures étanches, d'adopter une trajectoire courbe pour améliorer l'effet ricochet et de s'élancer sur l'eau dans l'espoir d'enchaîner une dizaine de foulées sans couler. À mon avis, pour arriver à marcher sur l'eau, il faut y croire. Ils appellent cela de l'escalade liquide. Mais cette technique pour marcher sur l'eau tient-elle plus du mythe ou du miracle? À ton avis, on se lance? C'est parti! On va chercher un lac et reproduire exactement ce qu'ils font sur la vidéo. Ça me va. Bien. Le plus facile est de trouver un lac ressemblant à celui de la vidéo. Et voilà! Parfait. Ouais. Allons nous habiller. Ouais. L'optimisme de Adam est contagieux, mais au fil des ans, Jamie s'est naturellement immunisé contre ses effets. Selon la vidéo, tout repose sur la chaussure. Elle est hydrophobe, ce qui signifie qu'elle repousse l'eau. Nous avons trouvé les mêmes chaussures. Elles semblent effectivement hydrophobes, mais quant à savoir si elles vont me permettre de courir sur l'eau, disons que je me suis préparé à nager. Selon la vidéo, Jamie doit arriver sur l'eau à toute vitesse. Ce tapis lui permettra de conserver son élan ou sa vitesse jusqu'au bord du lac. Les types de la vidéo insistent sur la courbe qu'ils prennent pour courir jusqu'à l'eau, mais aussi sur la confiance en soi. Tu sens que tu peux le faire? À fond, tu me connais. Notre premier cobaye aquatique aborde le défi qui l'attend avec un aplomb de maître zen. Ça se voit peut-être pas, mais je suis en train de me préparer physiquement et mentalement pour ce qui va suivre. 3, 2, 1, go! Ces chaussures ne sont pas suffisamment hydrophobes pour me permettre de marcher sur l'eau. Je me suis étalé dans le lac. Il n'y a pas d'autre terme. L'instinct de Adam lui souffle que le secret réside peut-être dans une course d'élan plus longue. Je suis prêt. Dans 3, 2, 1, allez! L'effort est irréprochable. La course de Adam ressemble même à celle de la vidéo, à part la fin. C'est dégoûtant! Alors, tu as trouvé que tu marchais sur l'eau? Parce que ça n'en donnait pas l'impression, hein? J'ai senti que mes jambes avaient le bon mouvement. Ensuite, mon pied a touché l'eau. Et j'ai continué de courir.
On dirait que la technique demande un peu d'entraînement. Donc je vais faire un autre essai. Défoule-toi. Tous deux décident de continuer leurs essais dans l'espoir de faire au moins un pas sur l'eau. On essaie, mais ça ne marche pas. Chaque tentative se solde par un grand plouf. C'était un échec spectaculaire. Ouais, pour que ça marche, il va falloir plus que des chaussures hydrophobes. Tout à fait. Passons maintenant à un mythe qui fera le bonheur des fanatiques d'explosifs. Comme vous le savez, et vous aussi, nous avons mis à l'épreuve des tas d'objets du quotidien pour voir s'ils étaient à l'épreuve des balles. Des ordi portables, des insignes de shérif, Oui, Sans compter l'épisode sur les objets à l'épreuve des lames. des pièces. exactement. Mais ce mythe va plus loin que tout ça. Nous allons voir quels objets du quotidien protègent contre les explosions. Et ces objets, désignés par vous les fans, sont une table, une voiture, un mur et une benne à ordures, tous inspirés par Hollywood. C'est une scène incontournable de tout film d'action qui se respecte. Quelques fractions de secondes avant l'explosion de la bombe, le héros bondit derrière une voiture pour s'abriter. L'héroïne parvient de justesse à atteindre le mur de parpaing et le second rôle, spécialiste des blagues vaseuses, saute évidemment dans une benne à ordures. Mais nous allons voir si ces boucliers urbains peuvent vraiment vous sauver la vie. Pour l'explosif, que diriez-vous du C4 qu'on utilise au cinéma? Super. On va commencer par un petit test pour déterminer la zone dangereuse, puis on lancera les objets en piste pour tester leur efficacité. La dose maximale de C4 utilisable sur le site des explosions est d'1,5 kg. Ça devrait créer une énorme explosion. Je sens que ça va être sympa, non? Ça, tu l'as dit. En effet, toute l'équipe s'apprête à passer une journée explosive. C'est dingue. J'arrive pas à croire qu'on n'y ait pas pensé plus tôt. Tout d'abord, ils doivent établir la distance optimale entre la bombe et les protections. Trop près, c'est toute l'expérience qui va partir en fumée. Trop loin, l'onde de choc risque de ne pas être mortelle. Cela va donc demander un peu de doigté. Allez, feignasse, on n'a pas toute la journée. Nous allons dessiner plusieurs rayons partant du centre de l'explosion. Sur chacun de ces rayons, nous placerons 2 disques de rupture. Le premier se déclenchera à 0,9 bar, le seuil de la blessure, et le deuxième à 5,3 bar, le seuil de la mort sur le coup. Voici les disques de rupture en question, composés de feuilles d'aluminium présentant une surface concave. Il suffit de les installer sur le support et de le tourner dans la direction de l'explosion. Si l'onde de choc est assez forte, le disque explosera et ressemblera à ça. Cette explosion va tester la limite maximale de 2 disques au calibrage différent. L'un réglé pour une blessure, l'autre pour une déflagration mortelle. Ils vont tous exploser jusqu'à une certaine distance. L'endroit où ils n'exploseront plus marquera la limite entre la blessure et la sécurité. Et de la même manière, nous déterminerons de l'autre côté la limite de la mort instantanée. Pour localiser aussi précisément que possible la distance idéale, les disques sont disposés le long de 2 arcs de cercle autour de la bombe, laquelle est composée d'une vieille connaissance, le C4. C'est un explosif plastique, c'est-à-dire du cyclotriméthylène trinitramine, mélangé à un liant plastique. Ce dernier a 2 fonctions capitales. Premièrement, il stabilise le mélange pour empêcher qu'il explose s'il est exposé à un choc ou à la chaleur, il faut une détonation. Deuxièmement, il le rend malléable, ce qui fait qu'on peut contrôler l'explosion et sa direction. 1,5 kg de C4. Vous êtes prêts à voir les dégâts causés par l'onde de choc? Complètement. Mise en route dans 3, 2, 1... Elle était belle. Excellent. Allons voir nos disques. J'adore les explosifs à forte puissance. 1,5 kg, c'est le maximum que nous pouvons utiliser ici. Je comprends pourquoi l'explosion était magnifique, très destructrice. Elle a donné un joli flash orange, puis une magnifique déflagration destructrice qui a tout soufflé sur son passage. Destructrice, le mot est juste. Voici tout ce qui reste du pain de C4. Pour la zone mortelle, qu'est-ce que ça donne? Le disque à 3 mètres a explosé. Si on est à 3 mètres ou moins de la bombe, on est mort.
Le disque situé à 3 mètres a été le dernier à exploser. Ceux installés à 3,30 mètres ou plus sont intacts. Ils tiennent leurs premiers résultats. Voyons l'autre côté. À mesure que l'onde de choc progresse, le risque de mourir diminue, comme on pouvait s'y attendre. Regardez-moi ça. C'est le disque des 6 mètres. Complètement transpercé. C'est la limite des blessures. Entre 0 et 6 mètres, on est blessé. Une nouvelle fois, le premier disque intact, à 6,40 mètres, leur donne la distance qu'ils recherchent. Voici donc les limites. Moins de 3 mètres pour la mort instantanée, moins de 6 mètres pour une simple blessure. Il s'agit maintenant de savoir si des objets du quotidien placés à l'intérieur de ces zones peuvent s'avérer efficaces contre une explosion. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Tout faire sauter. Après avoir lamentablement échoué à ricocher sur un lac comme un galet savamment lancé, Adam et Jamie se rabattent sur le plan B. À vos marques. Prêt? Lequel plan B est une merveille. Si la réussite de l'expérience repose sur la vitesse, il nous faut donc quelqu'un de très rapide. D'où la présence de Wallace Spearman. 1m89, 79 kg et 19 secondes 65 aux 200 mètres, ce qui fait la 5e meilleure performance de l'histoire sur cette distance. C'est le cobaye idéal pour nous. Ça va? Super. Si la vitesse est le facteur manquant, Wallace va nous en fournir. Wallace, à ton avis, tu vas aller jusqu'où? J'espère réussir à faire 3 pas. Pas plus? Je suis rapide, mais peut-être pas à ce point. On verra bien. D'accord. Ce test repose en grande partie sur la vitesse. Et voilà, c'est très rapide. Sur la terre ferme. Mais lorsqu'il passera de la terre à l'eau, ses pieds ne vont plus adhérer de la même façon. Ce qui signifie qu'il va ralentir très rapidement. Je suis plus nerveux qu'aux Jeux Olympiques. Il est vrai qu'entre les jeux et marcher sur l'eau, il n'y a pas photo. La vitesse pure était la solution à cette énigme. 3, 2, 1, go! Apparemment non. Elle est froide. Il n'a pas fait mieux que nous tout à l'heure. Non, son premier pas était plus loin que les nôtres, mais dès qu'il a touché l'eau, il a coulé comme le commun des mortels. Mais notre athlète n'a pas fait ce chemin pour se décourager au premier échec. Décollage. Dans 3, 2, 1, go! Ça marche pas vraiment. Fais un effort. Oui, coach. Wallace a lui aussi vu la vidéo et comme Adam et Jamie, il est obnubilé par l'idée qu'un miracle, même éphémère, est peut-être à portée de pied. La vitesse n'est pas tout. Si on pouvait lancer Wallace à 150 km/h, il ricocherait peut-être sur la surface comme une pierre. Mais comme l'homme ne peut pas courir à plus de 45 km/h, il coule. Après notre premier test, nous savons que si vous vous trouvez à moins de 3 mètres d'une explosion de C4, vous êtes mort. Et Salman amoché à moins de 6 mètres. Maintenant que nous avons déterminé ces distances, nous allons voir si le fait de se cacher derrière quelque chose peut nous protéger de l'onde de choc. Le premier objet n'est peut-être pas celui que vous auriez choisi comme bouclier, en admettant que vous ayez le choix. Il s'agit d'une simple table en bois. Grant installe le disque de rupture derrière elle, tandis que Carrie et Tori en placent une seconde pour le test à 6 mètres. Orientons-la vers la charge. C'est la zone de blessure. Allez, entre là-dedans. Comme la présence d'éclats est très probable, des silhouettes en mousse sont ajoutées pour tenter de les capter. Mais selon Grant, ce n'est pas la principale menace. Cette expérience sur les explosions se fonde sur une branche de la physique appelée dynamique des fluides. Nous étudions le mouvement de l'air, qui est un fluide. La déflagration d'un explosif, aussi puissant que le C4, génère une vague d'air à haute pression très rapide. C'est cette haute pression qui peut causer la mort. Avec une table à 3 mètres de la charge et l'autre à 6 mètres, 0,9 bar pour la blessure.
Le bois risque fort de finir en miettes. Sans protection, nous savons qu'une explosion de C4 est mortelle à courte distance. Nous allons maintenant voir si une simple table en pin peut faire office de bouclier. J'ai ici 1,5 kg de C4. Je sais que ça n'a l'air de rien, mais attendez l'explosion. Au coup de sirène, nos 3 larrons se réfugient dans le seul endroit dont ils sont sûrs. Le bunker. On y est. C'est parti. Objet à l'épreuve des explosions, la table en bois. Mise à feu dans 3, 2, 1. La zone mortelle porte bien son nom. La première est par terre, mais la deuxième est toujours debout. Allons voir les dégâts. Vous n'aurez aucun mal à deviner laquelle des 2 tables a le plus souffert. Mais les décombres réservent une surprise à nos artificiers en herbe. Il n'y a plus de table. Ça l'a complètement démoli. Regardez. Incroyable! Les disques sont intacts. C'est dingue! Comment c'est possible? La table a dû détourner l'onde de choc. C'est exactement ce qui s'est passé, même si Tori a du mal à l'accepter. Je vois pas comment on aurait pu s'en sortir indemne. Selon nos critères, la mort n'aurait pas été instantanée. Grant a raison. Contre toute attente, une simple table en bois fait que l'explosion n'est plus fatale. Passons maintenant à la table située à 6 mètres. La table est encore debout. À peu près. Il n'a pas explosé, mais il est bien froissé. Donc il est possible qu'on s'en sorte sans être blessé à 6 mètres. Ces résultats sont très intéressants, mais je suis curieuse de voir ce que ça donne avec la caméra grande vitesse. Moi aussi. Et il semblerait que l'énorme onde de choc a été au moins interrompue par la table que Tori, encore récemment, a qualifiée de fragile. Vous avez vu les ondes? Ouais, elle passe par-dessus la table. Elle semble efficace, en tout cas contre les ondes de choc. Mais regarde les éclats. C'est difficile à admettre. Le disque est intact, même si la table est en 1000 morceaux. Les 2 tables ont absorbé le gros de l'explosion. Dans la zone mortelle de 3 mètres, les nombreux éclats de la table peuvent entraîner une blessure fatale, mais pas l'onde de choc. Et à 6 mètres, on ne craint quasiment rien. À suivre, notre second bouclier potentiel. Ça n'a pas marché. Et la vitesse n'y change rien. Alors on fait quoi maintenant? Je crois que j'ai peut-être trouvé le fond de vérité de ce mythe. Vraiment? Vraiment. Il se trouve qu'un basilic surnommé Lézard, Jésus-Christ, est capable de courir sur l'eau. C'est vrai? C'est vrai. Vraiment? Vraiment. Eh oui, vraiment. Ce remarquable reptile est capable de parcourir 15 mètres sans couler. C'est exactement l'inspiration dont ils avaient besoin pour reproduire l'exploit de la vidéo virale. On a l'impression que ses pattes percutent la surface de l'eau et en fait, elle ne cesse de tourner pour le pousser vers l'avant. Il ne court pas comme ça. Il écarte énormément les pattes. Ouais, un peu comme des rames. Je pourrais le regarder pendant des heures. Et puis quoi encore? Allez au boulot! En s'inspirant de ces images, Adam et Jamie vont chacun fabriquer leur version d'une chaussure hybride tenant à la fois du lézard et de l'homme. Le but, courir sur l'eau, chose que les chaussures hydrophobes ne sont pas parvenues à faire. Après avoir bien étudié les articles scientifiques sur ce lézard, j'en ai conclu que s'il parvient à rester à la surface, c'est grâce à la surface de ses pattes et à l'énergie avec laquelle il fouette l'eau. Je vais donc essayer de donner à ces chaussures la plus grande surface possible, tout en faisant en sorte qu'elles restent assez légères pour la course. Comme ça, elles allieront vitesse et force de percussion sur l'eau. Les détails de conception de ces chaussures qui frappent l'eau sortent tous de l'imagination débordante de Adam. La flexibilité semble un facteur décisif de son invention, mais attendons de la voir en action pour juger. Quant à Jamie, il joue carte sur table. Des idées? J'en ai à la pelle. De toute évidence, nous allons assister à la naissance de la chaussure pelle, modèle bientôt breveté.
Il est extrêmement difficile de reproduire une patte de lézard. C'est une masse de muscles fins et de tendons qui travaillent tous ensemble pour lui permettre de courir sur l'eau. Je me suis basé sur mon intuition et j'espère que la forme incurvée de cette pelle pénétrera dans l'eau et l'éjectera par l'arrière. Une fois la pelle ressortie de l'eau, on ne devrait pas avoir trop de mal à la ramener en avant sans que cela demande trop d'efforts. Et histoire de ne pas se casser les chevilles, je monte des fixations utilisées pour les chaussures de snowboard. Pendant ce temps, Adam prouve une nouvelle fois qu'il est un vrai homme à tout faire. Si vous vous demandez ce qu'il fabrique, voici un indice. Sa queue remonte jusque-là. On dirait qu'elle fait contrepoids. Oui, et qu'elle lui sert de gouvernail. Et oui, dans cette compétition du meilleur lézard, Adam a décidé que les pieds ne faisaient pas tout. En effet, le basilic est doté d'un contrepoids très efficace et une queue articulée paraît donc indispensable. D'accord, elle est grande. Adam a terminé et les chaussures pelles de Jamie sont également prêtes à se jeter à l'eau. J'ai mes chances. Ils retournent donc au lac qui s'est montré si peu clément avec eux la première fois. Mais avec un petit changement de personnel. Dans le rôle du lézard, je vous présente Jessica. Elle mesure 1,48 m, elle pèse 45 kg et elle est acrobate. Nous pensons que sa force, son agilité et sa petite taille en font la candidate idéale pour ce qui va suivre. Tu es prête? Oui. Allons-y. Pour augmenter les chances de réussite de leurs inventions, il semble logique de les faire porter par une personne légère et agile. Nous devons commencer par établir un point de comparaison. Jessica va donc courir sur l'eau sans aucun équipement, comme nous l'avions fait. Jessica est plus rapide que Adam ou Jamie et franchement plus légère. En toute logique, elle devrait mieux s'en sortir qu'eux. C'est parti. Marcher sur l'eau, test de référence dans 3, 2, 1, go! Elle va vite. Sors de là. Bien joué. Viens de sécher. Au ralenti, il est difficile de voir une véritable amélioration par rapport à Adam et Jamie. Jessica a beau courir vite, elle a sombré dès qu'elle a posé le pied sur l'eau. Mais peut-être, je dis bien peut-être, les chaussures géantes de Adam parviendront-elles à résoudre le problème. Ce qui empêche notre naïade de flotter, c'est qu'elle est plus dense que l'eau. Mais le lézard aussi, après tout. Le basilic a des orteils bordés d'une frange d'écailles qui accroissent la surface de ses pattes sur l'eau. C'est exactement ce que Adam a essayé de reproduire. Ensuite, tout n'est plus qu'une question de vitesse et d'équilibre. Bon, essaie de marcher lentement en levant les pieds pour qu'on voit ce que ça donne. Jessica doit apprendre à marcher avant de courir, mais elle assimile vite. Ça fait comment? Bizarre. Tu peux remuer les jambes plus vite? Une fois les pattes maîtrisées, vient le tour de la queue. Alors, je la cale ici. Tiens la ceinture. L'autre côté. Nous sommes peut-être à quelques minutes d'assister à la naissance de la femme lézard et de réussir à marcher sur l'eau. Et ce, grâce à mon invention double effet. Premier effet, les pieds qui offrent la plus grande surface possible à Jessica pour avancer sur l'eau, avec, je l'espère, une pression suffisante pour qu'elle reste à la surface, tout en lui offrant autant de flexibilité que ses pieds normaux, ou à peu près. Deuxième effet, la queue qui sert à la fois de gouvernail et de stabilisateur. Sans cet appendice, ni le lézard, ni notre acrobate ne pourraient courir sur l'eau. Dans 3, 2, 1, go! Tu peux le faire! Ouais! Tout va bien? Qui l'eût cru? Ça n'a pas marché! Je suis coincée dans la vase. C'est vrai? Jessica a fait de son mieux, mais à sa décharge, le matériel n'a pas vraiment tenu toutes ses promesses. Est-ce que les chaussures t'ont un peu aidé à flotter? Pas du tout. Non? T'as coulé directement? Oui. Est-ce que la queue te retenait? Oui. Vraiment? Oui. On recommence sans la queue? D'accord. Excellent! Il y a une serviette. Tout le monde sait qu'en cas de danger, les lézards peuvent se débarrasser de leur queue pour courir plus vite. C'est justement ce que notre lézard a envie de faire. Et il n'y a qu'à demander. Pour l'heure, notre lézard ne rêve que de lézarder au soleil, mais son calvaire ne fait que commencer. Tu crois que ça sera mieux?
Pas vraiment. Tant pis, on va bien voir. Courir sur l'eau, femme lézard sans queue dans 3, 2, 1, go! J'ai réussi! Bel état d'esprit! C'était mieux que tout à l'heure? Franchement mieux. C'est vrai? Je bougeais beaucoup mieux. Jessica se sent peut-être légère comme un oiseau, mais la caméra à grande vitesse nous montre qu'elle a coulé comme une enclume. La balle est maintenant dans le camp de Jamie, qui va essayer de prouver que l'homme ou la femme peuvent marcher sur l'eau. Pour découvrir quels objets étaient à l'épreuve des explosions, nous avons commencé par la table en bois, qui vous sauvera de la mort et des blessures causées par l'onde de choc. Mais à 3 mètres, elle ne vous protégera pas des éclats. Mais une table en bois n'a rien à voir avec une voiture faite principalement de métal. C'est l'un des autres refuges hollywoodiens proposés par les fans. Le véhicule prend place en présentant son flanc à l'explosion. Stop! J'installe notre disque réglé à 0,9 bar à la limite de la zone de blessure. Il se trouve juste derrière la roue, à l'endroit où vous vous abriteriez en cas d'explosion. Bonne ou mauvaise idée, c'est ce que nous allons découvrir lorsque la bombe explosera. La voiture blanche ayant tiré la courte paille, elle prend place dans la zone mortelle. Encore? Et le disque de la mort a désormais un disque de blessure pour lui tenir compagnie. J'ai ajouté un disque de blessure dans la zone mortelle, parce que j'ai envie de savoir si l'explosion causera une blessure dans cette zone avec la voiture. Bonne question, dont nous connaîtrons bientôt la réponse. Il ne manque plus qu'un volontaire pour les éclats. Plutôt lui que moi. Nous avons 2 voitures et 1,5 kg de C4 entre les deux. Elles devraient fournir une bonne protection. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, ça va faire mal. C'est parti! Les voitures vont morfler. Ça oui. Ça ne fait aucun doute, mais quels dégâts le C4 causera-t-il aux personnes cachées derrière les enjoliveurs? Ok, C'est parti, dans 3, 2, 1. sacrément efficace comme bouclier. T'as vu comme la voiture a bougé? Ouais. Moi j'ai des doutes, allons voir. De toute évidence, la voiture la plus proche a souffert. Mais pour prolonger le suspense, il commence par les disques de la zone de blessure. Regardez les dégâts que ça a fait. La vitre est en miettes, l'enjoliveur est parti. Ouais, c'était intense. Mais qu'en dit le disque? Il a tenu le coup. Donc, pas de blessure à 6 mètres. Parfait, voyons l'autre. Oh, c'est génial. Il est temps de savoir ce que sont devenus les 2 disques cachés derrière la voiture de la zone mortelle. C'est dingue. Comment tu veux survivre à ça? Je n'ai pas grand espoir. La vache. On a survécu. À la mort? On ne meurt pas? Non. On survit. L'information a du mal à atteindre le cerveau de Tori. Le disque de blessure a éclaté, mais pas celui de la mort. Donc, selon nos critères, la voiture est à l'épreuve des explosions. On dirait qu'il y a du vrai dans ces films d'action. Le ralenti montre que la voiture a reculé d'1,50 m, ce qui aurait de quoi vous assommer. De plus, toutes les vitres ont explosé. Et le disque blessure indique que vous ne vous seriez pas relevé en criant « manqué ». Mais avec ces critères et cette quantité de C4, une voiture offre un abri sûr. Ce résultat est très intéressant. Il nous montre qu'une voiture vous protège de la mort dans la zone mortelle et des blessures dans la zone de blessure. En un mot, elle est à l'épreuve des explosions. Courir sur l'eau est tout à fait possible. Si vous êtes un insecte, une minuscule bestiole comme l'araignée d'eau est assez petite et assez légère pour rester sur l'eau grâce à la tension de la surface. Les animaux plus gros comme le lézard Jésus-Christ doivent courir très vite pour y parvenir. Plus gros encore, les oiseaux aquatiques, comme les canards, courent sur l'eau, mais en s'aidant de leurs ailes. Avec ses 2 pieds de lézard et sa queue de Godzilla, tout ce que Adam a réussi à faire, c'est à presque noyer une acrobate.
On ne peut pas dire que mon invention ait été une grande réussite. La femme lézard n'a pas vraiment bondi sur l'eau comme je l'avais rêvé. Jamie nourrit lui aussi quelques espoirs et c'est à Jessica de les concrétiser. Comment tu appelles ces chaussures? Les chaussures pelles. Ça sonne bien, non? Oui. Fidèle à elle-même, Jessica est toute bondissante. Tu essaies de courir un peu? Elle semble avoir trouvé le lézard qui est en elle. Super. C'est exactement les mêmes mouvements très amples du lézard. Retournons vers le lac maintenant. Allez, allons-y. Mais pour une paire de chaussures pelles achetées, vous avez droit à un cadeau. Une sorte de déambulateur améliorant l'équilibre, un peu comme une queue, mais devant. Une queue offre une certaine stabilité. Mais je me suis dit qu'on pouvait en faire de même avec une sorte de patin qui donnera également plus de portance sur l'eau. Tandis qu'elle éjectera l'eau derrière elle, elle poussera le patin devant elle et obtiendra peut-être un meilleur résultat. Jamie compte également sur une plus grande superficie de contact pour faire flotter Jessica. De plus, contrairement aux chaussures plates de Adam, les semelles creuses feront peut-être toute la différence. D'un autre côté, comme le patin est trop encombrant sur la terre ferme, elle ne pourra pas prendre beaucoup d'élan. Bon, chaussures pelles dans 3, 2, 1, go! Bon d'accord, c'était franchement humiliant. Peut-être vaudrait-il mieux éliminer le patin. Bon, chaussures pelles sans le patin dans 3, 2, 1, go! Elle y met de la bonne volonté. On aura beau essayer 100 fois, je crois qu'on ne marchera jamais sur l'eau. Non, moi non plus. Le mythe de l'homme qui marche sur l'eau est donc bel et bien bidon. Mais regardons tout de même les ralentis pour voir si l'une ou l'autre des inventions a permis d'améliorer ne serait-ce qu'un peu les choses. Adam souligne soigneusement chaque variation par rapport au test de référence. Cette ligne verte représente le test de référence. Je considère comme une amélioration toute ligne allant plus loin. Toutes les lignes des expériences restent en dessous, mais avec une grande régularité. Il y a parfois un pas, parfois deux. Mais elle coule toujours beaucoup plus vite avec notre équipement attaché à ses pieds que lors de son premier essai. Ce qui est certainement dû au fait qu'elle allait beaucoup plus vite. Tout à fait. La vitesse est l'un des critères les plus cruciaux, et tous nos harnachements n'ont fait que la ralentir. On n'a plus qu'à repartir de zéro. Ou pas. Je vous résume la situation. Nous testons la résistance aux explosions des objets du quotidien. Pour l'instant, nous avons essayé une table en bois et une voiture. Les deux sont efficaces dans la zone mortelle et dans la zone de blessure. Et voici donc notre candidat suivant, c'est une benne à ordures. Dans les films d'action, alors que la bombe s'apprête à exploser, le héros en aperçoit une et décide de se jeter dedans. Quel que soit le résultat, ils ont déjà prouvé qu'il était bien plus facile d'y entrer que d'en sortir. Quelle misère! Quelqu'un a jeté un Mythbuster en parfait état! Un peu d'aide? Comme pour la table et la voiture, ils testeront deux bennes. L'une dans les 3 mètres de la zone mortelle et l'autre dans les 6 mètres de la zone de blessure. Parfait! Si ça marche pas, on devient éboueur. C'est le 0,9 bar. Celui des blessures. Ouais. Une nouvelle fois, ils installent 2 disques différents dans la benne de la zone mortelle. On pourrait croire que ces 4 parois en acier forment la protection idéale pour ne pas se voir réduit en bouillie par une explosion. Mais il y a un os. Il s'agit d'une boîte fermée, à part au-dessus. Si l'onde de choc passe par-dessus le rebord à cause des bords rigides, la pression à l'intérieur de la benne risque d'augmenter. Carrie y a également pensé. Si la pression rebondit à l'intérieur sur les bords, elle pourrait s'amplifier et faire éclater les disques. Et voici ce qui va déclencher la catastrophe. Toujours le même 1,5 kg de plastique. Allons-y. Dans 3, 2, 1... Joli. Pas mal, les bennes semblent en bon état. Oui, allons voir. Celle de droite a morflé.
Le disque le moins sensible est intact dans la zone de blessure, ce qui veut dire que l'on s'en sortirait indemne à 6 mètres. Quant à l'autre benne, elle ne semble pas avoir vraiment souffert. Vu comme elle était près de l'explosion, ça a l'air d'aller. Le disque à 5,3 bars est intact. Par contre, l'autre est percé, donc on survit, mais avec des blessures. Une partie de l'onde de choc a dû pénétrer à l'intérieur. Sans cela, le disque de blessure n'aurait rien eu. Néanmoins, les bennes sont concluantes. Sans blessure à 6 mètres, blessé mais vivant à 3 mètres. Voici la benne qui était à 3 mètres du pin de C4. Elle est encore en bon état. Il y a un petit enfoncement à l'endroit où elle a absorbé le choc. Mais elle a agi comme un blindage. Et le disque de la mort est intact. Ce qui veut dire que vous auriez survécu. Vous auriez les oreilles en sang, mais vous seriez vivant. Jusqu'ici, les résultats ont surpris tout le monde, principalement parce que tous les objets testés selon ces paramètres se sont avérés efficaces. Enfin, pour terminer, place au mur en parpaing. Et si vous pensez savoir comment il va finir, laissez-moi vous dire que vous vous mettez certainement le doigt dans l'œil. Ce mur semble très solide, mais il est en fait composé de petits éléments. On peut donc le voir comme le plus liquide des obstacles que nous avons testés. Il devrait donc absorber l'énergie, mais pas l'annihiler. En toute logique, ils vont commencer par l'explosion la moins dangereuse. Tori installe donc la première charge à 6 mètres. Grant fixe le disque de blessure et Carrie fournit le mannequin en polystyrène. Nous allons voir si un mur de parpaing est aussi solide qu'il en a l'air. Dans 3, 2, 1, feu! Je m'en lasse pas! Quel boucan! Eh ben, sacrée explosion. Voyons si ça a marché. Le mur est toujours debout. Ouais, Et le disque? il est fripé, mais intact. Donc il protège des blessures. Bon, voyons s'il nous sauverait la vie. Ils arrivent à leur dernière charge de C4 et diminuent la distance de moitié pour la placer dangereusement près du mur. 3 mètres, c'est ici. Qu'est-ce que c'est près? La vache, il va se faire souffler. 5,3 et 0,9. Vite au bunker. Dans 3, 2, 1, feu! La vache! Adieu le mur! Il est parti en fumée. Je sais pas pour le disque, mais on se serait pris un parpaing sur le crâne. Sans compter les éclats. C'était 0 comme protection. Allons voir. 0 pointé en effet. Il ne reste quasiment plus de parpaing l'un sur l'autre. Mais ce sont les disques qui révéleront si les ondes de choc ont causé des dégâts. On a survécu. Donc les 2 disques sont intacts. On dirait que le mur protège de l'onde de choc à la fois pour les blessures et pour la mort. Le résultat est étonnant. L'explosion a réduit le mur en miettes. Mais il vous épargne tout de même de la mort et même d'une blessure. Contre toute attente, les 4 abris permettraient de survivre à une explosion mortelle, ce qui est plus que surprenant. De plus, les silhouettes en polystyrène montrent que seule la table en bois ne protège pas des éclats. Je me demande ce qu'on pourrait essayer d'autre. Du ruban adhésif? Oui, bonne idée. Des annuaires? Ça me plaît. Aussi incroyable que cela paraisse, je crois qu'on peut dire que le mythe est confirmé pour les 4 objets. Selon les paramètres choisis, ils sont techniquement à l'épreuve des explosions. Mais il faut préciser que si l'explosion avait été plus violente ou plus proche, la situation aurait été différente. Nous ne testions que l'onde de choc. Si vous vous jetez derrière un abri solide, il l'atténuera. Mais pour ce qui est des éclats, c'est plus imprévisible. Nous avons tout tenté pour courir sur l'eau. Nous avons essayé nous-mêmes. Nous avons fait appel à un sprinter olympique. Et nous avons même créé une femme lézard en attachant 2 paires de chaussures spéciales aux pieds d'une gymnaste. Mais rien n'a marché.
Nous pouvons dire sans trop de risque que ce mythe est bidon. Mais nous ne pouvons pas en rester là. Nous avons envie de nous voir marcher sur l'eau, ce qui signifie que nous allons devoir tricher. Et chez les Mythbusters, qui dit triche dit beaucoup de bois et d'acier. Que la triche commence. Notre idée, c'est un pont. À la différence près qu'il ne sera pas au-dessus, mais en dessous de l'eau, à environ 5 cm sous la surface. Vous ne le verrez pas, mais il nous permettra de courir, comme dans la vidéo. Mais construire un trottoir sous-marin est bien plus complexe qu'il n'y paraît. On utilise des tubes d'acier carrés pour le cadre, car c'est relativement facile à couper et à souder. L'acier flotte également moins bien que le bois, ce qui signifie que nous aurons moins à le lester pour qu'il reste stable. Il leur faut une surface en bois sur laquelle courir, suffisamment souple pour donner l'illusion qu'ils courent sur l'eau. Génial. Étape suivante, le camoufler en noir. À admirer. Chemise blanche, peinture noire, c'est ce que j'appelle du courage. Quoi? La peinture noire réfléchira le moins de lumière possible. La dernière touche se fait grâce à l'ajout de plastique transparent flexible. Voici le système qui nous permettra de donner l'illusion que nous courons sur l'eau. Il s'agit d'un pont sous-marin doté de 2 caractéristiques le rendant très crédible. Tout d'abord, un système d'ajustement de la hauteur qui court d'un bout à l'autre et qui nous permettra de le calibrer à la perfection. Je pense que l'idéal serait 4 à 5 cm sous la surface. Et ensuite, la partie supérieure flotte. Elle bougera lorsque nous courrons dessus. Notre course sera encore plus réaliste. Le concept de base du trottoir immergé est plutôt simple. Ça a l'air bien? Je pense que c'est parfait. Émerge-le. Mais l'irrégularité du fond du lac force Adam à faire quelques ajustements. Après quelques petits coups de marteau, nos 2 amis pensent être prêts à se lancer. Je sais ce que vous vous dites. Le pont est très visible, ça ne marchera jamais. N'oubliez pas que les effets spéciaux, c'est construire des trucages, mais c'est aussi les filmer. On ne va pas filmer sous cet angle, mais sous celui-ci. Vous voyez? Plus de pont. Tu vois un pont? Pas du tout! Vous voyez? Voyons maintenant le résultat de cette méthode éhontée. Vu que je m'apprête à faire semblant de courir sur l'eau, autant faire aussi semblant de me préparer mentalement. C'est parti. Courir sur l'eau en trichant dans 3, 2, 1, go! En route. C'était génial! Magnifique! Et c'est ainsi que c'est fait, mesdames et messieurs. Cette séquence est truquée et tout indique que la vidéo virale l'est également. À moi. Mais Jamie sait mieux que personne qu'un résultat doit pouvoir être reproduit pour être fiable. 3, 2, 1, go! Superbe! Et reproduit. Et reproduit. Mais aussi répéter, répliquer et dupliquer, par prudence. Jamie, au pied ailé! Ça marche bien. Ouais! Cela imite même si bien la vidéo virale qu'on ne peut que déclarer le mythe bidon. Je crois qu'on peut en conclure que quand on a besoin d'un peu de magie, la magie du cinéma fait toujours l'affaire. Et ne croyez pas tout ce que vous voyez. Exactement. Après toi.